Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu pour une troisième fois Maude Gagnon, qui est orthophoniste. Aujourd'hui, elle est venue nous parler de la surdité, un sujet que je connaissais très peu et j'ai vraiment appris beaucoup de choses pendant cet épisode, donc bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Maude, bonjour! Bonjour! Je te reçois à nouveau aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on va parler de ton sujet de prédilection, la surdité. Oui. J'ai vraiment hâte parce que, comme je t'ai dit, parce que je t'ai approchée pour d'autres sujets, l'apprentissage de la lecture puis les troubles spécifiques du langage écrit. Puis tu m'as dit, hey, j'aurais ce sujet-là aussi éventuellement si ça tente. J'ai dit, OK, go, je le prends, mais je connais pas grand-chose là-dessus. Fait que présente-toi parce que je pense que ça va mettre les bases pour dire pourquoi tu es ici pour parler de ça aujourd'hui, de la surdité. Puis ensuite, on y va. Puis moi, je vais te suivre dans la discussion avec mes questions qui vont vraiment arriver spontanément cette fois-ci. Super. Ça me fait vraiment plaisir de parler de la surdité aujourd'hui. Mon nom, c'est Maude Gagnon. Je suis orthophoniste. Oui. Donc, je précise aussi parce que on parle de la surdité, mais je suis pas la spécialiste, disons, des appareils et tout. Ça, ce serait plus audiologie, audioprothésiste. Mais je fais mon doctorat en lien avec la surdité. Je m'intéresse, entre autres, à comment ça va pour les adolescents qui ont une surdité au secondaire. Je m'intéresse à leurs forces, à leurs défis, qu'est-ce qui devrait être mis en place pour davantage les soutenir dans leur réussite. Puis je m'intéresse aussi à leur habileté à argumenter, autant à l'oral qu'à l'écrit, mais globalement, c'est ça, je m'intéresse à la surdité dans le cadre de mon doctorat. OK. Là, pour vrai, déjà là, j'ai comme plein de pistes de questions. Premièrement, comment on peut définir la surdité? Parce que j'imagine qu'il y a certains niveaux. Oui. Tu sais, parce que quelqu'un qui n'entend pas du tout, j'imagine que c'est pas les mêmes défis que quelqu'un qui entend certaines choses. Exact. Donc, c'est quoi comment ça se définit tout ça? Ce que je remarque quand je parle de la surdité, puis tu me diras si je me trompe, mais quand je dis surdité, je pense que les gens ont en tête quelqu'un qui n'entend pas du tout. Bien, je pense que oui. C'est ça. Oui. Alors, la première chose que je tiens à préciser aujourd'hui, c'est que la surdité, ça peut avoir différents niveaux. Oui. Ça peut aller de léger à total. OK. Total, c'est quand on n'entend rien du tout. Quand on n'entend rien du tout. Léger, ça se peut que les bruits moins forts, on les entende moins bien. Okay. Ça se peut que si on est au restaurant, déjà que c'est pas facile lorsqu'on a une audition dite normale de comprendre les conversations. Dans le bruit, ça se peut que ce soit pas facile. OK. Donc, peut-être un peu, si c'est pour imaginer quelqu'un qui a une audition normale, si on se met des écouteurs, des gros écouteurs, ça peut ressembler à ça, la surdité aussi. Ça fait partie du... La personne n'aura pas une surdité, mais on va peut-être vivre un peu qu'est-ce que ça fait. Non, c'est ça. C'est un peu... Ça peut être coupé, ce bruit-là. Ça pourrait ressembler à ça, une surdité légère. Oui. C'est ça, ça coupe les bruits, on n'entend pas la personne devant nous, mais si on s'approche, on peut comprendre on peut entendre ce qu'elle nous dit. Ça rentre dans la surdité, ça. C'est ça. Puis en fait, le degré de surdité, c'est que, en audiologie, ils vont passer des tests, puis ils vont pouvoir déterminer c'est quoi le degré de surdité, puis c'est comme ça que les gens vont savoir. OK. Mais que la surdité soit légère, il peut avoir des impacts. C'est là où je voulais dire. Ça ne sera pas la même chose qu'une personne qui n'entend pas du tout. Mais justement, il y a beaucoup de situations bruyantes au quotidien, il y a beaucoup de conversations. Et là, ces personnes-là peuvent vivre tout de même des défis. OK. Par rapport aussi, aux enfants qui ont une surdité, on peut se demander, y en a-tu beaucoup des enfants qui ont une surdité? C'est quoi? Oui, c'est ça. En fait, il y a environ 6 enfants sur 1000 qui naissent avec une surdité chaque année. OK. Mais là, qui naissent avec une surdité, là, avec ce que tu viens de nous dire, c'est pas une surdité complète. C'est pas une surdité sévère. C'est ça, donc... Tout type de surdité. Parfait. OK, parfait. Et je présente, les statistiques à la naissance parce que, nous, à l'âge adulte, plus on avance dans le temps, puis plus notre audition, malheureusement, diminue. À partir de 25 ans, notre audition diminue. Je suis désolée de vous l'apprendre. L'audition est déjà en train de diminuer. Moi aussi. Mais ça veut dire que c'est le même processus qui doit se passer pour les personnes qui vivent avec une surdité aussi. Leur audition va se dégrader avec l'âge. Oui, c'est ça. Probablement. Pas nécessairement. C'est sûr que là, j'ai pas des mesures exactes. Là, mais si on se fie selon la logique, c'est ça. Mais ça se peut aussi que dans certaines situations,
tout comme Ben, nous. comme nous, c'est ça, au même niveau que nous. Là. Je parle pas Ouais, c'est ça. de passer d'une surdité légère à une surdité sévère, totale. mais au même niveau que nous, on va perdre un peu notre capacité puis à être moins réceptif. Je sais, les bruits aigus, là, tu sais, il y a comme... ça commence, là, puis là, à un moment donné, t'entends plus, mais les enfants de 5 ans entendent encore, là, tu sais, c'est oui, ça. Ben exactement, c'est là qu'on s'en rend compte. Les fameux tests sur Internet. Oui, c'est ça. Tester votre audition. Quel âge a votre audition? C'est ça, quel âge a votre audition? Ça. Puis là, il y a comme un petit bruit aigu. Oui. Puis là, si vous êtes avec des personnes plus jeunes à côté de vous, là, vous oui, allez vous rendre compte, eux sont encore en train de l'entendre, puis moi, je l'entends plus. Oui. C'est un peu troublant. Oui, mais... oui, c'est très troublant. Mais c'est ça aussi un peu, la surdité. J'imagine, si on y va par logique, que les gens qui ont une surdité légère vont aussi avoir une dégradation normale de leur audition. Probablement. C'est ça, OK. Puis en fait, un autre élément important à souligner, c'est que on peut se demander, pourquoi les enfants, disons, naissent avec une surdité? Est-ce que c'est que leurs parents avaient une surdité? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que, exactement. Oui, il peut y avoir un aspect génétique. Okay. Des fois, c'est pas identifié aussi. OK. Mais en fait, c'est 90% des parents d'enfants qui ont une surdité qui, eux, sont entendants. Oh, OK. Ouais. Donc, c'est un peu la loterie, dans le sens que c'est un peu ça. Puis t'as pas plus ou moins de chances que tu sois entendant ou non. Les parents qui ont une surdité, est-ce que ça augmente les risques que leur enfant ait une surdité aussi? S'il y a un aspect génétique. Oui, mais encore là... Encore là, j'ai pas la statistique, donc je peux pas me prononcer là-dessus. Oui. Mais tout ça pour dire que c'est ça, les enfants qui ont une surdité, c'est pas nécessairement que leurs parents avaient une surdité. Oui, je comprends. Puis la surdité, là, on en parle aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet qui est pas souvent abordé. Ben non, quand tu m'as dit ça, j'ai dit... Allons-y, mais moi, je ne connais pas beaucoup de choses par rapport à ça, là, tu sais. Fait que c'est toi qui m'as proposé des pistes de discussion. Puis j'ai dit, ben oui, je vais te suivre parce que j'ai pas le choix de te suivre. Je sais pas, tu sais. Puis c'est pour ça, je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui parce que ça va ouvrir les horizons un peu des gens qui vont l'écouter, là. Exactement, c'est ça. Donc, puis bon, qu'on ait un enfant qui a une surdité ou non, ben aussi, si on travaille dans une école, possiblement qu'éventuellement dans une classe, on va en croiser. Oui. Ou peut-être même qu'on va croiser des élèves qui n'ont pas encore reçu un diagnostic de surdité. Ah, mais qu'on va dire, voyons. Peut-être. Oui, voyons, ils n'écoutent pas les consignes, mais au final, ils les entendent pas. Ils les entendaient juste pas. Je comprends. Ouais, comment ça, il y a de la misère à apprendre à lire? Comment ça, c'est difficile? Finalement, l'élève avait une surdité. Un peu comme quand on met les lunettes à un enfant qui voit pas, ben il y a de la misère. Puis là, à un moment donné, finalement, il met ses lunettes, puis d'un coup, il est capable de lire, là, c'est ça. C'est ça. Je comprends. Fait que ça veut pas dire, c'est ça, parce que moi, je suis accompagnante à la naissance aussi, là, dans une autre carrière. Puis, maintenant, le test pour la surdité est offert aux parents qui viennent d'avoir un bébé, là, pour le bébé naissant. Bon, puis là, tu dis oui ou non, là, c'est à toi de décider si tu le fais, mais c'est systématique. Maintenant, tous les enfants au Québec ont accès gratuitement à ce test-là. Mais j'imagine que c'est pour prévenir ce genre de situation-là. Exactement. Ben, en fait, le test de dépistage à la surdité, ça fait déjà quelques années où, justement, c'est supposé s'implanter partout. Ça peut arriver, par contre, qu'il ne soit pas fait. Pas encore, OK, oui. Pas encore. On souhaite que ça s'implante le plus OK, donc c'est pas encore partout, là. Selon les informations que j'ai reçues, des fois, il faut le demander. Oui, OK. Ou des fois, c'est pas mis en place partout, mais on souhaite qu'il soit fait. Bien, probablement qu'il y a certaines places que c'est plus long à implanter tout le protocole, là. Oui, c'est ça. Ce qui peut faire aussi que des familles vont apprendre que leur enfant a une surdité à un âge plus avancé. Oui. Ça se peut que des familles l'apprennent à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans. Puis le test de dépistage, bien, évidemment, ça va faire qu'on va se rendre compte rapidement, disons, s'il y a une surdité profonde, totale. Mais ça se peut qu'une surdité légère ne soit pas dépistée tout de suite. Oui. C'est pour ça. C'est super, justement, de savoir maintenant. Oui. Pour avoir au besoin, si la famille le souhaite, disons, le port d'appareil, des conseils et tout. Oui. Fait que c'est pour ça, dans le fond, que les orthophonistes qu'on consulte quand notre enfant est petit puis qu'il y a une difficulté langagière qui persiste un peu dans le temps, souvent, le test en audiologie est recommandé pour éliminer ce facteur-là, dans le fond. Exactement. Oui, pour écarter. Pour apprendre à parler, mais il faut entendre. Il faut entendre. Les enfants, ils vont apprendre à parler en entendant ce que tout le monde dit autour d'eux, en entendant tous les sons, tous les mots, toutes les phrases. C'est ça qu'ils vont faire, qu'ils vont pouvoir apprendre à parler. Surtout que là, aujourd'hui, je vais parler principalement justement des enfants qui communiquent oralement. Je ne vais pas nécessairement parler de la langue des signes. Oui, ça...
parenthèse, hein? Oui. C'est pas le langage des signes, c'est la langue des signes. C'est vraiment une langue complète. Oui, une langue complète à part entière. Parce que moi, j'avais fait l'erreur une fois, puis c'est une amie qui m'avait reprise de façon vraiment, vraiment gentille et informative, parce qu'elle avait un parent qui avait une surdité, puis elle me l'avait vraiment dit. Elle dit non, elle dit c'est pas le langage, c'est la langue. Oui. Fait que là, depuis ce temps-là, moi, je me fais une mission comme de dire, c'est pas le langage des signes, la langue des signes. Puis si vous écoutez, en fait, en ce moment, ça se peut que vous disiez langage. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Des fois, je me reprends. Exact. C'est une langue, tout comme le français. Exact. Mais c'est ça, exactement. Puis il y a la langue des signes dans plusieurs langues aussi. Oui. C'est ça. Nous, on a la langue des signes québécoise. Il y a la langue des signes française. C'est ça. Aux États-Unis, c'est... mon Dieu, je tiens pas à parler en anglais. Il y a une autre langue. Oui, c'est ça. C'est ça. Bien, très intéressant. Mais là, ça, aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Voilà notre parenthèse de la langue des signes. Des signes. Ce qui fait que si un parent est entendant, justement, puis qu'il communique oralement, bien, il va parler à son enfant, en fait, là, depuis qu'il est jeune. Mais l'enfant, s'il n'entend pas ou s'il entend très peu, bien, il a moins accès aux informations. Oui. Le lien avec la langue des signes, c'est que si le parent communique en langue des signes à son enfant, bien, il a tout de suite accès à la langue, disons. Oui, puis je pense qu'un parent qui communique en langue des signes à l'enfant, même si l'enfant est entendant, va maîtriser la langue orale et la langue des signes. Oui, exactement. C'est ça. Ça retarde pas. C'est vraiment, c'est ça. C'est vraiment la langue. Mais là où je souhaite en venir, c'est que l'enfant qui arrive dans la famille, ben là, il va manquer des informations sur la langue parce que, bon, son audition, il y a quelque chose à ce niveau-là. Puis après ça, bon, c'est sûr, il y a plusieurs décisions qui vont être prises avec toute une équipe de professionnels, mais justement, est-ce que, bon, la famille souhaite apprendre la langue des signes ou non? Est-ce qu'on y va seulement pour l'oral? Est-ce que ça va être un mélange entre la langue des signes et l'oral? Parce qu'il y a beaucoup d'options possibles. Il n'y a pas de mauvaise réponse. En fait, la famille va être accompagnée par une équipe orthophoniste, audiologiste, même travailleurs sociaux aux besoins, psychoéducateurs, pour justement prendre ce type de décision-là, puis venir soutenir aussi le développement du langage oral de l'enfant, qui a peut-être pas entendu pendant une certaine période. Si l'enfant a une surdité profonde, c'est appris seulement à 2 ans, bien, ça fait quand même 2 ans que l'enfant n'a pas entendu. Alors, il va avoir un retard. Mais c'est pas parce qu'il y a un trouble du langage. Non, c'est ça, c'est un retard relié à un manque de stimulation non voulu, là. C'est ça, au fait qu'il n'entendait pas. Au son de la langue, aux mots, aux phrases, alors il n'a pas pu les apprendre. Alors, il y a ça qui peut faire qu'il y a des difficultés sur le plan du langage qui peuvent être présentes, pas dans tous les cas. Oui, OK. Il y a certains enfants qui vont quand même être capables de développer leur langage. C'est ça. Même s'ils n'entendent pas assez bien. Pas assez bien, c'est ça. Ça se peut qu'ils soient quand même dans ce qui est attendu pour l'âge. Il y a beaucoup de variabilité. OK. Parce que ça dépend du niveau de surdité. Ça dépend des forces et des défis de l'enfant. Ça dépend de tellement de facteurs. C'est multifacteur. C'est ça. Donc, c'est pas parce qu'un enfant a une surdité qu'il va nécessairement avoir des difficultés langagères, mais on souhaite quand même le soutenir au mieux possible. Absolument. Dès l'annonce de la surdité, justement, il va y avoir plein de professionnels qui vont venir aider la famille, aider l'enfant à développer son langage. Pour prévenir, puis en fait, qu'il se développe le mieux possible. Parce que, bon, c'est ça, il y a le délai, des fois, entre le moment où on apprend la surdité, ben en fait, entre la naissance puis le moment où on apprend la surdité. Il y a aussi le fait que les appareils auditifs, puis l'implant cochléaire, je vais pouvoir expliquer brièvement qu'est-ce que c'est, ça ne rend pas une audition qui est normale. OK, donc, malgré ça, ça ne rend pas à 100% l'audition de ce qui est attendu à l'âge de la personne. Là. Oui. OK. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a surpris aussi en l'apprenant. Oui, bien là, moi, c'est ça, l'implant cochléaire, ah mon Dieu, mais il y a ça, il entend comme tout le monde, puis tout va bien, mais c'est pas aussi simple que ça. OK. Puis ça va améliorer son audition, mais pas la rendre à 100% de ce qui est attendu à cet âge-là. C'est ça. Je comprends. En fait, l'appareil auditif, ce que ça vient faire, c'est que ça amplifie les sons. Ça, c'est l'appareil qu'on glisse dans notre oreille. Oui. Qui est là. C'est juste à l'extérieur de l'oreille. À l'extérieur, qu'on met comme un dispositif dans l'oreille qui va amplifier les sons. C'est ça. Exactement. Donc, ça, c'est l'appareil, ça va venir amplifier. Comme un micro. Ça va faire l'effet de ça sonne plus fort. On augmente le C'est ça, on augmente le volume. On augmente le volume. Parfait. OK. Mais l'implant cochléaire, c'est différent. OK. L'implant cochléaire, ça va être envisageable. C'est une décision qui est prise avec l'équipe de professionnels, la famille et tout, parce que c'est une chirurgie. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose d'implant. Bien, un implant, c'est implanté. OK. C'est implanté. On appelle ça un neurostimulateur. Je vais vous expliquer brièvement comment ça fonctionne, mais derrière notre oreille, on a un organe qui s'appelle la cochlée. Oui. C'est en forme de colimaçon. Oui. Puis sur la cochlée, il y a des cellules ciliées. C'est un peu comme des petits cils. OK. C'est ces cellules-là
quand nous, disons, notre cochlée, ça va et tout, puis toutes Oui. nos cellules ciliées vont bien, qui vont envoyer les informations sur les sons à notre cerveau OK. par des influx électriques. Ça va vibrer, ça va... C'est Ça va électrique. envoyer, ouais, OK, électrique. Parfait. électrique. Et là, ça, nous, on en a des milliers. OK. On a des milliers de cellules ciliées. OK. Dans le cas de l'implant cochléaire, la technologie est super, mais en ce moment, c'est une vingtaine d'électrodes qui vont être mis sur la cochlée. OK. Alors, on se rappelle que nous, on a des milliers de cellules ciliées, mais là, ce sont une vingtaine d'électrodes qui vont envoyer les informations de notre cerveau sur les sons. OK, donc c'est des électrodes qui sont directement placés sur la Sur la cochlée. cochlée. OK. Puis c'est ça qu'on voit, là, souvent, il y a un petit carré là, sur la tête, derrière l'oreille, là, il y a comme un petit... On voit l'implant, là. On voit l'implant parce que là, je viens de parler de la partie interne, Oui, la partie à l'intérieur de l'oreille, mais il y a la partie externe qui, ça, OK. va ressembler à un à appareil. l'appareil auditif, mais Je il va comprends. avoir aussi Un petit fil, aimant, hein? un petit fil avec un petit aimant sur C'est la un tête. aimant. Ça, c'est pas implanté dans... Ce qui est implanté, on le voit pas. On le voit pas. Puis il y a l'aimant qui va Ouais. envoyer Ouais, tout les ça. petits... Toute OK, la partie je comprends. externe va permettre d'envoyer les informations Je comprends. à la partie interne. Qui est implanté. C'est ça. OK, parfait. Alors, c'est pas comme l'appareil auditif qui va Oui. seulement augmenter les sons. Là, ça va être le cas justement de surdité plus importante, là, sévère à profonde, Oui. où on va envisager peut-être l'implantation cochléaire OK. dans des situations où, disons, c'est la cochlée. Parce que qui c'est est pas affectée. toujours ça qui est Parce que affecté. C'est pas toujours la cochlée. OK. D'accord. C'est ça. Mais tout ce que je souhaite dire là-dedans, c'est que même si on a un appareil auditif ou un implant cochléaire, l'audition ne va pas être pareille. Oui. Alors, ça se peut que l'enfant vive des impacts de ça au quotidien. OK. Et ça va demander aussi du travail, disons, avec différents professionnels pour s'adapter au fait d'entendre avec un implant cochléaire, Oui. pour apprendre à, OK, ce son-là, c'était le bruit des oiseaux. Oui. Ben oui, un enfant qui n'a jamais entendu, Oui, qui tout à coup entend un bruit, c'est ça. puis là, qu'il l'entend peut-être pas à 100% non plus, Ouais. ça peut être déstabilisant, là. Ça doit c'est être un... Les enfants qui sortent de leur opération, puis que là, tout fonctionne, Oui. ça doit être très déstabilisant, là. Ça fait beaucoup d'informations qui Oui. arrivent en même temps au cerveau, là. Puis là, c'est d'apprendre à tout départager. OK, ça, c'était des mots. C'était quoi ce mot-là? Hum. Donc, ça se peut qu'il y ait besoin d'orthophonie et tout. Ah, OK. Oui. Ah, mon Dieu, ça, c'est le bruit du vent. Fait que J'ai ça serait reconnu comme que une c'était le bruit du vent. rééducation en orthophonie pour apprendre. En audiologie. En audiologie, ouais, c'est suivi multi, là, Oui, ouais, c'est ça, OK. suivi multi. Puis en orthophonie, ben, ça va être plus l'aspect langage. Bon, Oui. stimuler l'apprentissage du vocabulaire, travailler les structures de phrases, Oui. apprendre à raconter des histoires et Oui. tout. Parce que, comme on disait au début, ben, les enfants apprennent à parler puis à communiquer, en fait, Écoutant. en écoutant. Oui, Alors, ils peuvent avoir besoin d'un petit coup de pouce par rapport à ça. OK. Puis là, toi, tu es spécialisée présentement dans ton doctorat avec les adolescents. Qu'est-ce que tu peux nous dire là, sur les Sur les ados? Parce que, tu adolescents? sais, souvent, quand nos enfants sont petits, qu'on découvre qu'il y a une difficulté, qu'il y a une problématique, on est vraiment bien accompagnés. Mhm. Tu sais, on est vraiment bien accompagnés. Puis c'est encore nous un peu le chef du bateau. Là. Tu sais, Mhm. nous, les parents, là, c'est encore nous qui gérons les rendez-vous, qui gérons le quotidien, les amitiés. S'il y a des conflits, les parents sont toujours impliqués. L'enfant vient te chercher au parc pour te dire bon. Fait que tu sais, c'est encore beaucoup les parents. Mais la grande crainte, puis moi, je le remarque pour avoir plusieurs amis qui ont des enfants qui vivent avec certains défis, certaines difficultés, c'est l'adolescence. Mhm. C'est l'adolescence. Je veux dire, tous les parents qui ont un enfant différent Mhm. craignent la poussée d'hormones puis l'adolescence. Ouais. Là. Parce que là, ils se disent, là, on perd le contrôle finalement parce que notre enfant, à l'adolescence, c'est le moment justement où il prend son envol dans la vie, où il prend ses propres décisions, ses propres groupes d'amis. Tu sais, on va plus faire des playdates. Là. Tu sais, il choisit d'aller chez son ami au coin de la rue. ça. C'est lui qui prend la décision puis qui y va. Tu sais. Ouais. Fait que dans ton quotidien de doctorante, qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu aimerais nous partager, dans le fond? C'est plus ça, là. Tu sais, qu'est-ce que tu aimerais nous partager de tes recherches, de tes rencontres avec, parce que tu as sûrement rencontré plein de gens qui sont touchés par cette situation-là. Qu'est-ce que tu aimerais partager là, aujourd'hui? Ben, je peux parler un peu des résultats de l'étude 1 de mon doctorat. J'ai rencontré des intervenantes, donc des orthopédagogues, des orthophonistes, des personnes ressources en déficience auditive, des audiologistes qui ont parlé des forces et des défis de ces élèves-là. OK. Puis en effet, un des enjeux qui ressort, c'est exactement ce que tu viens de mentionner. OK. C'est qu'à l'adolescence, puis c'est comme ça, pas seulement pour les élèves qui ont une surdité, c'est comme ça pour tous les adolescents. Pour tous les oui, c'est ça. Ben, ce qui rend la crainte des parents encore plus grande quand ton enfant vit avec un défi. Tu te dis,
oh mon Dieu, c'est déjà un défi d'être ado, là. C'est ça. C'est un défi d'être ado. Puis à l'adolescence, souvent, on souhaite être comme les autres. Ah, il y a ça aussi, ben oui. Oui. Donc, ça se peut que ça leur tente plus que leur appareil paraisse. Ça se peut que, on appelle ça le système MF, en fait. Là, c'est un système qui est mis... Il y a un micro, disons, l'enseignant va parler dans un petit micro. Puis ça va être connecté à l'élève pour que l'élève entende mieux ce que l'enseignant dit sans les perturbations, les bruits ambiants et tout. Donc ça se peut. Ça aussi, c'est visible. Ça se peut qu'il y ait des adolescents qui refusent de porter ça à l'adolescence. Ça se peut, puis ça, c'est vrai, c'est pas seulement que la surdité. Là, en fait, vous allez voir aujourd'hui, quand je vais parler, qu'il y a beaucoup de choses qui s'appliquent à tous les autres enfants, mais les adolescents. Souvent, tu sais, c'est ce qu'on oublie avec les défis, c'est que les enfants qui ont des défis ont beaucoup plus de ressemblance que de différence avec les autres enfants au bout de la ligne. Fait que souvent, puis à chaque fois sur le podcast, à chaque fois que je reçois quelqu'un qui vient nous parler d'une difficulté, d'un diagnostic, peu importe, au final, on se rend compte que on vit pas mal les mêmes défis généraux. Exact. Puis bon, on ajoute quelques défis pour ces enfants-là, Puis c'est super parce qu'aussi au niveau des solutions, des fois, il y a des solutions qu'on peut mettre en place pour un grand groupe d'enfants qui vont aider tout le monde. Je comprends. Mais ça, cette volonté-là d'être comme les autres, ça ressort beaucoup des entrevues. OK. Sinon, à l'adolescence, c'est sûr que les exigences augmentent sur le plan scolaire. Les textes à comprendre sont plus difficiles. Écrire des textes, c'est plus difficile. Puis tout ça demande beaucoup de connaissances sur le monde. Je vais m'expliquer, là. Mais quand on lit un texte, on va vraiment mieux le comprendre si on a des connaissances sur le sujet. Ben oui, si on fait des liens, si on sait que la Tour Eiffel est à Paris puis qu'il parle de la Tour Eiffel dans notre texte, on va savoir que ça se passe à Paris. Exactement. C'est ça. Je donne souvent l'exemple, je lis des articles scientifiques dans le cadre de mon doctorat en anglais, en orthophonie. Mon niveau en anglais n'est pas incroyable. Mais je comprends bien parce que j'ai beaucoup de connaissances sur l'orthophonie, sur la surdité, alors ça se passe bien. Par contre, si je décide d'aller lire un article avec le même niveau de langue en anglais, d'une complexité semblable, sur le génie physique... Oui, tu comprendras rien. Non, c'est ça. Parce que le fait d'avoir des connaissances sur un sujet, ça va nous permettre de comprendre le texte, même s'il y a des mots difficiles, même s'il y a des phrases difficiles. Même chose en production de texte. Si on me dit, Maud, demain, écris-moi un texte sur le Canadien de Montréal. J'ai aucune ou presque pas de connaissances. Je suis désolée pour les gens qui aiment le Canadien de Montréal. Je serais pas capable, c'est ça. Ça prend des connaissances sur le sujet pour pouvoir en parler. Je pourrais pas participer au balado aujourd'hui sur la surdité si je connaissais rien sur la surdité. Exact. Exactement. Et ça fait un lien avec ce que je disais au début, l'implant cochléaire, l'appareil auditif, c'est pas parfait. Même si on a une surdité légère, il peut avoir des impacts. C'est que la capacité à apprendre des choses par accident est diminuée dans le cas de la surdité. C'est pas qu'ils sont moins intelligents. C'est que si l'enfant en bas âge, il y a des parents qui parlent puis qui sont le dos tourné. Si la télévision, elle joue la télévision, là, en fait, là, le signal audio est un peu distordu, c'est pas parfait. L'enfant qui a une surdité va moins capter d'informations. Si ça passe à la radio aussi, même chose. Si l'enfant est, je sais pas, au CPE puis qu'il y a du bruit ambiant. Toutes des situations où les autres enfants apprennent énormément d'informations par accident, eux, ils sont limités dans ce type d'apprentissage-là. Je dis par accident, le terme, c'est apprentissage incident. OK. Mais je préfère dire pour aujourd'hui par exemple, t'entends quelque chose, la télé joue en fond, là, puis là, t'entends, je sais pas, moi, que les chiens peuvent vivre jusqu'à 20 ans. Bon, par exemple. Exactement. Sans avoir porté attention, tu l'as entendu, puis ça peut être une information qui reste. Donc, c'est un savoir que tu as acquis sans vouloir l'acquérir nécessairement. C'est ça. On s'est pas dit aujourd'hui, le son sur les dauphins. C'est ça. Oui, c'est ça. On parle de ça aujourd'hui. Non, on l'a entendu. On est au restaurant, on entend une information. As-tu entendu des nouvelles? Il est arrivé telle affaire. On n'a pas lu la nouvelle, on ne sait pas, mais on a entendu ça. Exactement. Fait qu'on sait après qu'il est arrivé quelque chose dans les nouvelles. C'est ça. C'est ça. OK. Alors, au fil du temps, ça fait qu'il peut y avoir un écart à ce niveau-là. Qui se creuse. Oui. Ça fait, disons, que des élèves, par rapport aux résultats de mes études, pouvaient mentionner, certains élèves pensaient que les dauphins n'existaient pas, mais que les licornes existaient. OK. C'est à ce point-là. Ou, par exemple, il fallait écrire un texte sur la drogue, mais l'élève ne sait pas ce que c'est la drogue.
au secondaire. Mais non, s'il n'en a pas consommé lui-même, puis qu'il n'y a pas personne qui a pris le temps, de lui expliquer, ça se peut qu'il n'ait pas capté cette information-là nulle part. C'est ça. Puis c'est pas qu'ils sont moins intelligents. Encore une fois, je reviens souvent sur le concept. Mais c'est juste que la capacité à apprendre par accident a été diminuée. Ce qui fait que ça se peut qu'il y ait des connaissances qu'on se dit « Ah, mais moi, je m'attends à ce qu'un élève de 16 ans connaisse cette information-là. Oui. » Pas nécessairement. Puis on va parler des moyens aussi pour... mais pour pallier ça, parce que c'est dur, là. Je vois, tu sais, mettons un élève justement de 15-16 ans qui, depuis qu'il est tout petit, manque toutes ces informations-là par accident. Ça s'accumule, là. Il y a une grosse pile dans sa cour, là. Il y a une grosse pile de connaissances qu'il n'y a pas, là. C'est ça. Une intervenante utilisait l'image gruyère. Oui, c'est des trous. Puis avoir des petits trous, tu sais, de connaissances sur le monde. Nous, notre but comme intervenant et tout, ça va être de limiter les trous. Limiter les trous. Leur donner accès à l'information. Ça, c'est un des messages clés que je souhaite lancer. Il faut donner accès à l'information. Mais là, plus ça avance, puis plus les trous dans le gruyère peuvent grossir. Puis là, ça fait que, oh, OK, là, les textes deviennent de plus en plus difficiles à comprendre à l'école. Puis là, il y a un texte à lire sur la Tour Eiffel. Mais l'enfant, il n'en a jamais entendu parler de la Tour Eiffel. Oui, parce que s'il n'a pas lu de texte ou que quelqu'un ne lui a pas parlé de son voyage à Paris, c'est ça. Il n'y a aucune idée c'est quoi, là. Alors là, il va peut-être avoir des difficultés à comprendre un texte parce qu'il n'a pas eu accès à toutes les informations. Il a peut-être déjà vu l'image, par exemple, à la télé, mais sans capter que ça s'appelait la Tour Eiffel, mettons. Ça. Alors qu'un autre enfant, le petit personnage, je sais même pas si dans Ratatouille, il y a la Tour Eiffel, mais mettons, le petit rat parle de la Tour Eiffel, puis là, tu as une image de la Tour Eiffel, il va faire le lien parce que c'est là, c'est nommé, mais l'enfant n'a peut-être pas capté ce propos-là. Puis des fois, ça peut être, une intervenante mentionnée, des fois, l'élève va savoir c'est quoi des pirates. Oui. Tu sais, nos connaissances, c'est pas juste je connais pas. Oui, non, c'est ça, c'est multiple. C'est ça. Il va peut-être connaître c'est quoi un pirate, mais pas nécessairement l'univers complet du pirate. Ah, ben le pirate, il y a un bateau, qu'est-ce qu'il fait? Il fait « c'est ça, c'est ça. » Comment il est habillé, le pirate? Je comprends. Qui est avec le pirate? Tout ça, ça peut aussi nuire au fait de comprendre ou de devoir écrire un texte sur les pirates. Puis ça, l'adolescence, justement, les trous dans le gruyère sont devenus de plus en plus grands. C'est pas tous les élèves qui vont avoir des difficultés à ce niveau-là parce que, il y a des élèves là, qui ont une implant cochléaire puis que ça va super bien puis qui ont des super bonnes notes. Ou juste, par exemple, un élève qui lit beaucoup. Oui. Ça peut déjà combler certains trous, là. Exact. Un élève qui lit, qui aime ça, il va rentrer dans plein de sortes d'univers. Il va côtoyer dans ses lectures plein de termes, plein d'espaces, plein d'endroits, plein de moments dans le temps. Fait que peut-être que là, ça va réussir un peu à combler ces petits trous-là. Mais un élève qui... lit moins, qui a moins de contact, je sais pas, avec des amis ou peu importe. Oui, il y a beaucoup de facteurs. Exactement, il y a plusieurs facteurs. En plus du fait que déjà, à la base, un enfant entendant qu'il n'y a pas de trouble et tout, c'est tellement variable. Mais oui, c'est ça. Un autre, c'est ça. On ajoute la surdité, un appareillage différent, un âge à laquelle ils ont appris la surdité qui est différent, des services qui ont été différents. Ben oui. Ça fait juste vraiment augmenter la variabilité. Aïe. Alors, ce que je dis aujourd'hui par rapport à l'écart de connaissances sur le monde, il y a certains élèves pour qui, justement, ils vont avoir des difficultés sur ce plan-là. Tu sais, en tant que groupe, ils sont plus à risque d'avoir des difficultés sur ce plan-là, mais il y en a d'autres que ça va très bien, ils ont des bons résultats scolaires, mais on peut garder en tête que tout risque de leur demander plus d'énergie. OK. Parce que écouter en classe, ça va leur demander plus d'énergie. Il y a beaucoup de gens qui vont dire à la fin de la journée d'école, je suis complètement brûlée. Parce qu'essayer d'entendre dans le bruit, avoir accès aux informations toute la journée, boucher des trous d'informations. Pensons juste quand on va, par exemple, dans des journées de conférences, là. Puis là, il y a des pauses. Mais pendant les pauses, tout le monde parle dans le corridor, tout le monde, c'est très bruyant. On sort de là brûlé, là. On sort de là chaos, là. Puis on entend très bien, puis on n'a pas besoin de se forcer pour comprendre ce que la personne dit en avant, là. Alors, je peux juste imaginer une petite partie de ce que ces gens-là vivent, là. Puis juste écouter des conférences, même si les conférences sont super intéressantes, des fois, à la fin de la journée, on est vraiment fatigué. On est brûlé, c'est ça, puis on entend bien. On n'a pas besoin de se concentrer pour écouter. Exactement. Souvent, quand j'ai une image... on a besoin de se concentrer pour écouter, mais pas pour entendre. Oui, c'est ça. Exactement. Fait qu'on a déjà cette étape-là qui, tu sais, entendre, on l'a entendu, puis après ça, il y a d'autres étapes, effectivement, parce qu'on peut entendre, mais pas comprendre. Oui, c'est ça. Je peux tout à fait entendre que quelqu'un parle dans la pièce à côté, mais pas comprendre qu'est-ce qui est dit. Exact. Ou je peux être dans la lune pendant un cours à l'université. Puis pas comprendre ce qui a été dit. Mais j'ai entendu. C'est ça. Oui, c'est ça. Là où je voulais en venir, c'est que la surdité, quand j'ai une image, là, on verra pas l'image ici, je vais essayer de la décrire. Ce que je mets, c'est que j'écris un mot sur mon PowerPoint, sur ma diapositive, puis je mets des petits trous un peu partout dans le mot. OK. Pour illustrer ce que c'est la surdité. Un peu comme un brouillard. Oui. C'est que ils vont devoir toujours boucher des trous. Ça va leur demander vraiment beaucoup d'énergie.
faire ça. Donc, l'élève qui a une surdité légère en classe, même si elle est légère, même s'il y a un appareil, ça va lui demander plus d'énergie. OK. Ça se peut qu'il y ait un écart aussi par rapport à ce que je disais à l'apprentissage par accident, l'apprentissage d'incident. Il faut garder ça en tête quand on est avec ces élèves-là, en fait, parce que même si ça a l'air de super bien aller puis qu'il y a des bonnes notes, ça se peut quand même qu'ils vivent des impacts de ça. OK. Fait que c'est vraiment multifactoriel, tout ça, là. Puis là, toi, tu as rencontré des intervenants qui travaillent avec des élèves qui vivent avec une surdité. Puis c'est ce qu'ils t'ont rapporté, mais as-tu rencontré aussi des élèves? Oui. Puis qu'est-ce que ça a donné, ça? C'est quoi leur impression à eux? Bien là, je les ai rencontrés pour l'étude sur l'argumentation où ils doivent me convaincre que ceux qui ont raison sur un sujet d'intérêt. Par exemple, est-ce qu'on devrait changer l'heure à laquelle débute l'école? Donc, je m'intéresse à l'argumentation. Mais dans l'étude 3, je vais leur demander à eux qu'est-ce qu'ils trouvent facile, qu'est-ce qu'ils trouvent difficile. OK, c'est la prochaine étape. Oui, on va te recevoir après, quand tu vas avoir fini ça. Ça me ferait vraiment plaisir. Parce que c'est intéressant aussi de savoir ce que les enfants en pensent. Mais ça me ferait tellement plaisir de revenir. Fait que l'invitation est lancée pour la suite de ton étude. Mais au niveau de l'argumentaire, as-tu eu le temps de regarder un peu qu'est-ce que ça donnait? Je suis en train de faire ça. Ce que je remarque, puis ça aussi, c'est rapporté dans des études, mais là, c'est sûr que j'ai pas encore les mesures. Puis ça peut être difficile pour d'autres élèves, mais le fait, quand on argumente, de devoir se mettre dans la place de l'autre pour pouvoir contre-argumenter. Je vais donner un exemple. Si je dis, par exemple, moi, j'aimerais ça que l'école commence à 10 h au lieu de 9 h, puis que là, j'argumente à la directrice. Pour gagner mon argumentaire, il faut que je me mette dans la tête de la directrice, parce que la directrice, ça se peut qu'elle veut pas que ça commence à 10 h, puis qu'elle a des raisons, mais ça, c'est quand même un processus complexe. Il faut se dire, OK, là, je suis plus moi, Maude Gagnon. Je suis la directrice. Quel est l'avis de la directrice? Qu'est-ce qu'elle pourrait penser de ça? Puis que là, je dise, ah, mais je comprends, là, pour vous, que commencer à 10 h, c'est peut-être pas un avantage parce que vous aimez ça, finir votre journée plus tôt, peu importe. Il y a l'horaire des autobus à gérer. Vous avez des enfants à les reconduire le matin. Mais ça pourrait être un avantage pour vous parce que, justement, le matin, vous auriez plus de temps pour aller porter vos enfants et tout. Donc, aller chercher ça, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, se mettre un peu dans la tête de l'autre pour pouvoir argumenter, ça, je le remarque, même si je n'ai pas encore analysé le reste de l'argumentation, parce que moi, je vais m'intéresser aux mots de vocabulaire utilisés, à la structure des phrases, à la qualité de l'argumentaire. Mais rapidement, comme ça, je me rends compte que ce que je disais dans mes articles, ça aussi, ça peut être plus difficile pour ces élèves-là. En général, je parle tout le temps en tant que groupe. Mais là, ça veut dire que, rendu à l'adolescence, argumenter comme ça fait partie de la vie, là. Oui. On s'entend que les ados, ils argumentent, là. Oui, ils argumentent. Puis ça fait partie de leur quotidien, tant avec les amis, la fratrie, les parents, les enseignants. Fait que donc, si ils ont une difficulté par rapport à ça, j'imagine que ça va avoir un impact sur leur vie sociale, puis tout le reste, là. Bien, c'est ça. En fait, c'est pour ça que j'aime tant l'argumentation. C'est qu'il y a ça partout. C'est ça, c'est pas comme écrire un récit, là. Tu sais, écrire un récit, c'est rare que tu vas raconter un récit avec... On va raconter des anecdotes, par contre. C'est ça, notre vie avec des problèmes, donc il y en a partout. Mais c'est ça. Ça n'a pas la même fonction. Argumenter, c'est au quotidien, là. C'est ça. Ben, raconter des histoires aussi. C'est vrai. Oui. Mais je comprends. Ben, c'est sûr que là, ma passion, c'est l'argumentation. Tu prêches pour ta paroisse. Mais la narration, c'est ça, le fait de raconter des histoires, c'est super important parce que si je veux expliquer qu'il m'est arrivé un problème hier puis que je suis tombée puis que je me suis cassé le pied puis que finalement je suis allée à l'urgence, c'est une histoire quand même. Mais je suis d'accord que c'est pas comme inventer une histoire avec un chevalier. Ben, à l'adolescence, l'argumentation, je pense, prend plus de place. C'est pour ça que j'ai sélectionné ça aussi comme type de discours. Parce que oui, dans les relations interpersonnelles, des fois, si on chicane avec quelqu'un ou avec nos parents ou autres, c'est super important. Quand on arrive en secondaire 5, l'examen du ministère, la production écrite, c'est un texte argumentatif. C'est aussi important éventuellement pour le marché de l'emploi. En fait, une fois sur le marché du travail, justifier, argumenter pourquoi je devrais avoir une augmentation de salaire, pourquoi j'ai besoin de telle adaptation, disons, au travail. Donc, c'est vraiment partout l'argumentation. Oui, c'est ça. Mais là, c'est complexe. Ça s'applique à tous les élèves, pas seulement aux élèves qui ont une surdité, là. Mais toi, ce que tu as pu observer, c'est que c'était plus difficile chez ces élèves-là. Oui, c'est ça, de faire ce processus-là. OK. Mais, Puis
je vous reviendrai sur mes réseaux. Oui, ben oui, vraiment, vraiment, pour la suite, savoir ce que eux pensent de toute cette situation-là, tu sais, comment ils se sentent, comment ils se... Parce que, tu sais, souvent, tous les professionnels que je reçois ici, tu sais, on parle du point de vue professionnel, on parle du point de vue... mais... Oui, souvent, on donne la parole aux enfants dans le sens que, tu sais, c'est bien expliqué, les difficultés, bon, tout ça. Mais d'avoir les adolescents, c'est un petit peu plus dur aussi, hein? Tu sais, donner la parole à un enfant de 5 ans, de dire, ben, tu sais, il est à la crise, là. Bon, il la vit parce que son cerveau n'est pas fini d'être développé. Puis bon, tu sais, c'est facile d'expliquer, puis tout ça. Mais à l'adolescence, c'est tellement complexe. Les hormones embarquent, les amitiés, les premiers amours, les nanana, tu sais, là, c'est gros, là. C'est une grosse période de la vie, là. Ce qu'il faut garder en tête, puis ça, c'est vrai, là, pas juste pour la surdité, c'est que ça peut demander de l'accompagnement pour qu'ils soient en mesure de dire « ça, je trouve ça difficile. Ça, je voudrais avoir besoin de l'aide. » Parce que peut-être que de base, ils ne sauront pas nécessairement dire « ah oui, c'est vrai là, qu'en mathématiques, j'ai des difficultés. » Ils ne vont pas nécessairement y penser. Fait que le fait de pouvoir échanger, ça aussi, ça revient dans les résultats, là, mais échanger avec un adulte de confiance qui connaît bien la surdité aussi, des défis, puis que l'intervenant soit là pour l'amener à être en mesure de dire « ah ben oui, c'est vrai, je trouve ça difficile en classe parce que finalement, j'étais assis ben trop loin dans la classe, donc je devrais me rapprocher. Ah oui, c'est vrai, je sais pas, je devrais peut-être porter le système MF parce que je vis tel puis tel enjeu. » Le fait de mentionner ses besoins, ses défis, puis d'essayer de trouver des pistes de solutions, c'est pas nécessairement quelque chose qui va être facilement réalisable. Ça, c'est vrai pour tout le monde, pour n'importe quel adolescent. Alors, le fait d'avoir de l'accompagnement pour avoir une discussion puis regarder ensemble, OK, on va y aller cas par cas. Disons, dans le cours de français, comment ça se passe? Quand tu écris un texte, comment ça se passe? Pas du écrit, plus il y a des choses qui vont ressortir. De travailler ce processus-là, d'identifier les forces et les défis, c'est vraiment important parce que c'est normal, ils vont pas nécessairement dire « ah ben oui, moi vraiment, là, mon problème en résolution de problème, c'est les termes mathématiques. Ils sont pas capables nécessairement de l'identifier. Oui, c'est ça. Mais ça revient un peu à ce que tu nous as dit dans les 2 derniers épisodes aussi, tu sais, identifier les forces, identifier les défis, puis on part à partir de ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu ça avec la surdité aussi. C'est ça. Parce que là, ce que tu expliques depuis le début, je me rends compte qu'il ne doit pas avoir une personne pareille qui vit avec de la surdité. Il n'y a personne de pareil, là. Il n'y a personne de pareil. Puis l'objectif, au final, c'est vrai pour un enfant qui a un trouble développemental du langage, un enfant qui a un trouble spécifique du langage écrit, c'est qu'on souhaite qu'ils soient en mesure éventuellement de dire « j'ai besoin de telle chose pour réussir ». Parce que quand ils vont arriver, disons, au cégep, parce qu'ils peuvent se rendre, là. Ben oui, ben c'est ça, c'est un autre point aussi. Oui. Étant donné que l'intelligence n'est pas touchée, ils peuvent se rendre aussi loin que n'importe qui. Ben oui, tout à fait. C'est ça. Ça se peut que ça ils peuvent avoir des aspirations. Oui, c'est ça. Ils peuvent avoir des choses mises en place pour leur donner accès justement à l'information. Mais c'est qu'éventuellement, ils vont devoir mentionner c'est quoi leurs besoins puis qu'est-ce qui devrait être mis en place pour les aider. Puis ça, justement, pour certains élèves, ça va demander de l'accompagnement. Puis juste participer à ce qu'on appelle le plan d'intervention scolaire à l'école. Oui. Pour mettre en contexte, c'est une rencontre où il y a différents professionnels, les enseignants, orthopédagogues, orthophonistes, il y en a, où ils vont parler de qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile, puis qu'est-ce qu'on devrait mettre en place. Mais le fait de faire participer l'adolescent puis de le faire se préparer, en fait, qu'il se prépare à cette rencontre-là, bien ça le prépare aussi pour l'avenir. Fait que le faire participer à cette rencontre-là de plan, que ça se fasse pas sans lui, là, qu'il y ait son mot à dire là-dedans aussi. Parce que c'est sa propre vie, puis ça va le préparer aussi. Ben, il va être plus motivé si on travaille sur des difficultés qu'il trouve qui sont importantes pour lui, là. C'est ça. Tu sais, si l'enfant la voit pas, la difficulté, il voudra pas travailler dessus, là. C'est comme dans n'importe quoi. Il y a ça aussi à l'adolescence. J'ai vu surtout en clinique, mais ça se peut que des fois, c'est ça le parent qui décide de consulter avec l'enfant parce qu'il se dit, mon Dieu, je vois que c'est difficile, mais que l'enfant arrive dans mon bureau puis que lui se dise, ben l'adolescent plutôt, se dise, ben moi, j'ai pas besoin d'aide. Dans ce temps-là, tu n'as pas beaucoup de levier pour l'aider parce que lui, il ne reconnaît pas qu'il y a un problème là. C'est pas ça sa priorité, dans le fond. C'est comme ça pour nous aussi, comme adultes. Oui, absolument. Si quelqu'un me dit, hey Maud, je sais pas, tu devrais travailler tes habiletés en lecture, mais que moi, je trouve pas que j'ai de problème en lecture, pourquoi je travaillerais ça? Tellement. Donc là, c'est faire un travail, justement, une discussion avec l'élève, un accompagnement pour voir, en mathématiques, comment ça va. Puis là, finalement, ils disent, c'est vrai, je comprends pas les résolutions de problèmes. Ah, ben moi, j'ai des trucs pour ça. Est-ce que ça t'intéresserait? Donc, cette discussion-là est vraiment importante parce que ça va être le pilier de la motivation de l'élève. Oui, je comprends. Puis, tu sais, toi, tu t'es penchée sur la surdité.
Est-ce que c'est parce que tu voyais que, bien, premièrement, il n'y avait pas beaucoup d'informations? Ouais, non. Tu sais, puis qu'est-ce qui t'a amené à te pencher là-dessus? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ça? Tu sais, c'était quoi les défis que tu voyais que tu disais, il faudrait chercher là-dessus? Parce que quand on fait une recherche, c'est parce qu'on voit qu'il y a quelque chose, une question à laquelle il n'y a pas beaucoup de réponses, tu sais. C'est quoi ta grande question, puis pourquoi tu as fait ça? C'est une bonne question. Mon intérêt pour la surdité est né d'un stage de recherche que j'avais fait quand j'étais au baccalauréat avec ma directrice de doctorat actuelle. Ça a été mon premier pied en recherche, puis là, je me suis mis à lire là-dessus, puis je trouvais ça intéressant, justement, pourquoi le développement du langage, disons, pouvait être affecté par la surdité, quels moyens on peut mettre en place pour les aider, parce que ce sont des élèves qui ont du potentiel aussi, là. Puis je me suis rendu compte, surtout, parce que, bon, j'ai travaillé dans ce stage de recherche-là un été, puis après ça, j'ai poursuivi à la maîtrise en lien avec la surdité, c'est qu'il n'y avait tellement pas d'informations sur les adolescents qui avaient une surdité. Il y en avait beaucoup sur les enfants? Oui. OK. Beaucoup sur les enfants, beaucoup plus sur les adultes. OK. Mais que l'adolescence, c'est un peu comme une boîte noire. OK. Ils sont peu suivis parce que des orthophonistes au secondaire, il y en a vraiment plus rarement. Oui, c'est ça. Au public, il faut aller au privé pour être suivi en orthophonie au secondaire. OK, oui. Mais ils sont quand même moins suivis qu'à l'enfance parce que, comme je disais, à l'enfance, bon, il y a l'annonce à surdité, puis il y a une équipe de professionnels. Puis quand ça va relativement bien, que les professionnels, l'orthophoniste, disons, jugent, OK, bon, le développement du langage en ce moment, ça va bien. Selon les tests administrés, ça se peut que le suivi cesse. Oui. Puis s'il n'y a pas de demande après ça de suivi, il y en aura peut-être plus de suivi en orthophonie. Je comprends. Donc, il y a beaucoup moins d'adolescents qui sont suivis. Puis en plus, on a moins d'informations en recherche. Alors, comment ils vont, les adolescents qui ont une surdité? C'est une question qui m'intéressait vraiment parce que oui, ils vivent encore des enjeux. Ben oui, c'est sûr. C'est tellement déjà une période qui chamboule que là, avec un défi, c'est ça. Ah, mais c'est vraiment intéressant tout ça, Maude. Si tu avais comme un mot de la fin, là, tu sais, pour les parents qui nous écoutent, qui viennent d'apprendre que leur enfant a une surdité ou qui vivent avec un enfant qui a une surdité ou que, bon, ils sont enceintes, là, puis ils veulent se renseigner, puis savoir, tu sais, as-tu un mot de la fin pour ces gens-là qui sont touchés par la surdité? Ça aussi, bonne question. Mais si t'en as pas, c'est pas grave, tu vas revenir, tu vas pouvoir commencer par ton mot de la fin la prochaine fois. En fait, comme outil, je peux parler d'un outil, il y a l'AQEPA. Ça s'appelle AQEPA. Si jamais vous avez un enfant qui a une surdité, que vous souhaitez rencontrer, disons, d'autres familles ou avoir des informations. C'est un organisme? C'est l'association. OK. Oui, l'association. Il y a vraiment beaucoup d'informations sur le site Internet. Il y a même un guide pour les parents qui viennent d'apprendre justement que leur enfant a une surdité, qui explique tout le processus. Même, bon, est-ce que mon enfant peut être dans une école régulière? Ben oui, c'est toutes des questions. Il y a beaucoup de questions. Est-ce que je souhaite que mon enfant communique en langue des signes, communique à l'oral, que ce soit un mélange des deux? Tout ce processus-là est expliqué. Puis même que dans le livre qui est disponible gratuitement en ligne sur le site de l'AQEPA, il y a des témoignages de parents dans le livre. OK. Fait que ça peut être intéressant comme premier pas, puis même après pour être accompagné. Exactement. Donc, je dirais que c'est qu'il y a des choses à mettre en place. Oui, d'aller chercher le soutien. Oui, c'est ça. Ça, c'est une belle première porte d'entrée, l'AQEPA. Exactement. Il y a l'AQEPA, puis il y a tous les professionnels aussi autour de la famille, autour de l'enfant, d'oser poser des questions, d'oser donner son avis. Oui. Parce que les gens sont là pour vous écouter. Oui. Puis il y a des solutions qui peuvent être mises en place par après. Hey, merci beaucoup, Maude. Ça fait plaisir.